Здравствуйте, уважаемые коллеги. Donc, dans ma présentation, je voudrais se pencher et réfléchir sur comment la rupture des relations entre l'Europe et la Russie influence l'ordre du jour et les questions climatiques. Bien évidemment que cela a l'impact et les répercussions mondiales. Quand on voit des décisions avec une telle ampleur de répercussions, comme par exemple la décision de rompre les relations entre la Russie et les pays occidentaux, dans cette situation, les questions climatiques, les questions de gaz à effet de serre on ne pense pas à ces questions immédiatement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences. Il y a des conséquences et c'est pourquoi je voudrais vous montrer quelques illustrations de ces effets. En 2022, quand on a vu cette rupture des relations en Russie, on observait en fait le scepticisme. Beaucoup de gens pensaient est-ce qu'ils allaient de continuer de discuter les questions climatiques, est-ce qu'ils allaient être importants. Mais en fait, ces problèmes sont toujours importants. On en fait fait autant d'attention à ces questions. Il y a des changements, mais néanmoins, ces questions sont importantes. Dans le monde, oui, on a le leader, l'Europe. L'Union européenne promouvait la politique et le développement des technologies avec des émissions réduites. Et quand la Russie a commencé de diriger ses flux commerciaux en Asie, aux économies en train de développement, on pouvait penser que nos nouveaux partenaires ne sont pas autant concernés avec ces questions, mais ce n'est pas le cas. Dans notre institut, on a développé notre propre méthodologie de recherche de politique d'émissions réduites dans les différents pays. Cette méthodologie et cette politique est en fait la synthèse des différentes technologies entre les industries et quand on implémente cette politique, on voit la répartition des différents produits dans le cadre d'une économie, on voit le changement des différents paramètres d'échanges commerciaux externes, des paramètres d'effectivité. Et d'un côté, on voit la demande pour les industries qui développent les fonds. D'autre côté, il y a les effets de demande. Donc, l'évaluation des effets pour les différents pays de l'implémentation de cette politique d'émissions réduites qui sont en accord avec l'accord de Paris. Donc tout cela nous dit que tous les pays vont voir le ralentissement de la dynamique économique. Pourquoi? Parce qu'il y a deux facteurs principaux, la croissance des prix et une partie des investissements à ces solutions avec des émissions réduites. Ils ne créent pas un nouveau produit, ils changent les caractéristiques des produits. Donc, par exemple, si on prend l'électricité, les émissions
peuvent être de différents niveaux, mais c'est toujours l'électricité. Donc, si on prend en compte tout cela, l'effet général, l'effet cumulatif va être négatif, mais l'échelle de ces effets va être différente. Donc, si on voit ce graphique, ici on voit le pourcentage de PIB que les pays vont perdre jusqu'au 2060 s'ils prennent cette trajectoire de développement avec les émissions réduites. Donc on voit que les pays les plus gagnants qui perdent le moins sont l'Union européenne et la Chine. Mais les autres, la Russie, l'Inde et les autres pays, ils vont perdre plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour l'Union européenne et pour la Chine, c'est avantageux de promouvoir cet agenda et ces solutions de politique d'émissions réduites, parce que les autres économies, dans ce cas, vont perdre plus. Donc, pour la Russie, cette réorientation vers la Chine ne change beaucoup pour la Russie. Donc, à notre avis, ces nouveaux critères dans le cadre des questions climatiques ne vont pas changer beaucoup pour la Russie et cette tendance générale va durer. Et maintenant, parlons des effets locaux qu'on a vus en Russie à cause de cette rupture des échanges commerciaux. Donc, quelque chose qui est perçu par la plupart des citoyens russes, le marché des voitures. En 2022, d'abord, c'était les producteurs européens et après les producteurs japonais et coréens ont limité les exportations vers la Russie et après, ils ont commencé même de limiter la fonctionnalité des voitures. Ils ont arrêté le service. Donc, le marché vraiment a été réduit beaucoup. D'abord, le marché était soutenu par les réserves et après, il y avait un événement qui est passé assez vite. Les sociétés chinoises ont pris cette niche. Bien évidemment, on a vu la croissance des prix, mais en 2022, le marché était saturé de nouveau. Il n'y avait pas de déficit et en fait, il y avait des mois quand les analystes disaient que, en fait, le marché est saturé parce qu'on a beaucoup de voitures chinoises et tous les producteurs avaient des offres spéciales et les réductions pour leurs voitures. Donc, si on parle de la saturation du marché, des réserves du marché, on a passé l'étape risquée, l'étape des risques les plus élevés. Et en fait, généralement, il faut le dire, généralement, les citoyens russes, ils aiment les voitures chinoises parce que la fonctionnalité est bonne. Il y a beaucoup de différentes fonctions, mais dans le cadre du moteur et l'efficacité de l'utilisation de l'essence, la transmission, donc les caractéristiques techniques, les voitures chinoises ne sont pas au niveau de voitures allemandes. Et cela est important pour les émissions, pour les questions climatiques, parce que l'efficacité des moteurs
a un impact aux émissions. Donc ici, vous voyez une graphique avec la consommation de l'essence pour les différentes voitures, qui représentent des différents segments et ils sont produits dans les différents pays. Avant 2022, la plupart des voitures vendues en Russie étaient les voitures qui étaient produites en Europe, au Japon et en Corée du segment C. Après 2022, le marché a changé et maintenant on voit que la plupart des voitures sont les SUV compacts. Cela n'est pas bien pour les questions climatiques parce que les SUV consomment plus de l'essence. Les producteurs chinois n'offrent pas de voitures qui consomment le diesel. Et là, le taux de consommation est différent. Et quand on fait l'analyse de volume de consommation de l'essence, et là, on voit que le plus grand est la voiture, le moins efficace est le moteur chinois. Et je vois que, en fait, les gens ont la tendance d'utiliser les voitures de plus en plus grandes. Et tout cela nous dit que, en fait, du point de vue de consommation de l'essence, les voitures qui saturent la Russie en ce moment sont de 15% moins efficaces. Et cela va impacter les émissions en Russie. Un autre exemple aussi très important, c'est le secteur énergétique. Pendant la décennie précédente, la Russie était en train de réaliser le programme spécial et les nouveaux stations et capacités qui produisaient l'électricité utilisaient les équipements par Siemens et General Electric, donc c'était les générateurs importés. Et ici, on voit que pendant la décennie précédente, l'efficacité des stations électriques centrales consommait de moins en moins d'énergie. Et bien évidemment que selon notre stratégie de développement énergétique, la provision était que allait de continuer de réduire la consommation d'énergie. Donc, vers 2035, on prévoyait qu'on allait de réduire la consommation d'énergie de 20%. On ne va pas faire cela maintenant parce qu'on ne peut pas avoir accès aux ces équipements de General Electric et Siemens. Et en fait, avant, on avait même des usines où ces équipements étaient assemblés, les générateurs pour les centrales électriques, mais bien évidemment que les composants critiques étaient importés et quand on a vu la rupture des relations commerciales, on n'avait plus accès à ces équipements. Maintenant, on est en train de tester les équipements russes et le résultat de ces tests vont montrer si on peut continuer de développer cette efficacité dans le cadre de consommation d'énergie. Mais même si on arrive à cela, bien sûr, on aura besoin de temps pour
à augmenter l'échelle des livraisons de ces équipements pour l'installer sur nos centrales, etc. Donc la situation est telle que nous avons perdu cet impétus d'amélioration de l'efficacité dans ce secteur énergétique et pour, je pense que d'ici 10 ans, peut-être, on restera sur le même niveau. Encore un sujet intéressant. Nous comprenons que on a rompu avec les relations commerciales directes en premier lieu, mais les chaînes logistiques se sont reconstruites, se sont rallongées, les chaînes de livraison se sont rallongées. On a vu l'apparition de demandes d'autres producteurs d'autres pays. Dans certains cas, ces solutions sont moins efficaces et plus et consomment et émettent plus d'émissions que les analogues précédents. Nous avons fait l'analyse à quel point cette nouvelle structure non optimale du commerce mondial, en tenant compte des limitations qui ont apparu, comment cela impacte les émissions des gaz à effet de serre, parce que nous devons brûler, on peut dire, plus de combustible pour amener les produits au consommateur final. D'après les estimations de l'Agence énergétique mondiale, il y a eu une croissance de 410 millions de tonnes en 2023, enfin, les émissions de CO2. D'après nos estimations, 18% de cette croissance sont dues au caractère non optimal de la nouvelle configuration du commerce mondial. Donc, ces émissions additionnelles des gaz à effet de serre apparaissent non pas en Russie, mais dans des régions différentes du monde, dans les régions qui sont devenues les nouveaux maillons de nouvelles chaînes logistiques. Voilà, c'est ça à l'échelle. Quand même, c'est assez tangible. Encore un sujet que nous suivons de près. L'Union européenne a présenté un nouvel outil de régulation du commerce externe, ça s'appelle CBAM, où c'est un mécanisme de régulation transfrontalier. Et l'essence de ce mécanisme, c'est que les importations en Europe doivent s'accompagner par un paiement qui est calculé sur la base de la trace carbone des produits. La liste de ces produits comprend le ciment, l'aluminium, l'énergie électrique, etc. Il y a encore quelques produits. Et pour la plupart de ces positions, nous avions des relations à long terme avec l'Union européenne. Donc, nous avons évalué l'impact de cela sur le commerce entre la Russie et l'Europe, combien de paiements nous devons payer avec ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Et nous avons réalisé une analyse en prenant en compte les volumes de commerce que nous avions et on a vu que quand le mécanisme sera utilisé à plein, ce sera 1,2 milliard de dollars de paiements carbone devront être payés pour assurer les importations. Mais en 2023, nous avons terminé à livrer le ciment et l'énergie électronique en Europe et aussi les exportations des métaux, les exportations des engrais aussi sont presque arrêtées.
Et donc, tout cela modifie notre estimation du volume de paiement dans le cadre de ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Et donc, vous voyez sur le diapo les paiements, la différence. Vous voyez que le fait que les relations ont été rompues, cela a diminué de moitié les risques pour nous parce que voilà, les volumes de commerce ont été modifiés. 600 milliards de dollars. Est-ce que c'est beaucoup ou peu? Je pense que c'est 0,1% des exportations totales de notre pays. Donc, je pense qu'on ne va pas sentir ça. Pour faire une conclusion, on peut se demander qu'est-ce qui a changé dans l'agenda climatique. Comme j'ai déjà dit, les accents ont changé. Si nous parlons de l'agenda bas carbone, émissions réduites, nous faisons l'accent maintenant non pas sur les technologies que pouvaient proposer les producteurs européens, mais sur d'autres technologies qui sont accessibles pour nous maintenant. Mais il y a un autre changement vraiment très sérieux qui s'est passé en prenant en compte toute l'inefficacité de l'agenda global et donc avec un grand degré de probabilité, on comprend qu'on ne pourra pas atteindre l'objectif d'atténuation des conséquences liées au changement climatique. Cela veut dire que nous devons faire de plus en plus d'attention sur l'adaptation au changement climatique. C'est aussi très important pour nous. Sur cette diapo, vous voyez quels sont les changements réels du climat dans notre pays. En moyenne, c'est plus 0,5 degrés Celsius, donc changement en 10 ans. En ce qui concerne la zone arctique, la croissance est encore plus importante. En ce qui concerne les retombées, les précipitations, il y a aussi un changement. Et la fonte du gel permanent aussi accélère. Vous savez que nous avons un territoire vaste qui est couvert du gel permanent. Donc, tous ces changements-là créent des possibilités pour notre pays, mais créent de nouveaux risques aussi. C'est pour ça que nous faisons beaucoup attention à la formation de la politique d'adaptation qui serait orientée à la réalisation de ces avantages potentiels et sur la diminution des risques. Quels sont les avantages potentiels que nous voyons? Les avantages les plus importants sont à chercher dans le développement de l'agriculture parce que si le climat est plus chaud, nous pourrons avoir des récoltes de grains plus importants. Ensuite, c'est le développement du bois marin nordique et lancement de nouvelles chaînes logistiques. Nous pourrons développer de nouveaux projets près de ce chemin marin nordique. Et on va aussi économiser sur de tels services communaux comme le chauffage. Mais quand même, on comprend que si les dépenses pour le chauffage diminuent, cela veut dire que la population va faire des économies et cet argent pourra être réorienté
pour d'autres objectifs et il y aura plus de combustible qui pourra être exporté dans d'autres pays, par exemple. Donc, peut-être on aura des profits. Donc, il y a des avantages quand même et notre politique d'adaptation doit les réaliser. Mais il y a aussi un grand nombre de risques. Qu'est-ce qu'on doit faire pour atténuer ces risques? Premièrement, nous devrons investir dans les solutions d'ingénierie pour augmenter la résilience des bâtiments et des structures. Il faudra, euh, il faudra corriger les paramètres des fondations, des socles des bâtiments qui sont situés dans la zone du gel permanent aussi et prendre cela en compte quand on construit des routes pour que les routes soient moins euh, fragiles par rapport à ces changements. Nous devons développer le secteur de santé parce que le changement climatique représente des risques de santé pour la population parce qu'à Moscou, il fait très chaud maintenant et c'est très dur pour tout le monde. Dans les nouvelles conditions climatiques, nous avons beaucoup d'exemples quand il y a une diminution de productivité des systèmes de production parce que les régimes d'utilisation des machines changent. Peut-être il y a une augmentation des pertes et nous devons être prêts à travailler dans ces nouvelles conditions. Si nous parlons des forêts, des terres agricoles, il faut investir dans la protection contre la chaleur, contre les feux de forêt, contre la sécheresse. Tout cela, ce sont des investissements qui auraient pu être orientés vers d'autres choses. Donc, d'un côté, cela crée de la demande dans l'économie de la Russie et bien sûr, il y aura des effets intersectoriels, il y aura du profit créé, mais d'autre côté, cet argent aurait pu être orienté vers des objectifs de production et la création de nouvelles revenus. Voilà, c'est l'agenda de l'adaptation auquel nous faisons beaucoup d'attention. Cela crée des profits comme des pertes, mais voilà. En fait, d'après nos estimations, pour notre pays, il y a même plus de profits que de risques. Si, voilà, pour conclure, qu'est-ce que je voulais dire? Nous voyons que le fait de rompre les relations commerciales a créé tout un nombre de points d'inefficacité dans l'économie de la Russie et dans l'économie mondiale. Ces points-là, leur échelle, leur volume est assez modeste, mais quand nous accumulons tout ça, nous voyons que les effets sont quand même considérables et que nous devons vivre avec ça. Voilà, merci beaucoup. J'ai dit tout ce que je voulais. Je vais fermer la présentation maintenant. Merci, Andrei, pour votre présentation. Je vois une question de Hélène Clément-Pitio et Alexandre Gotovski. Chers collègues, Hélène. Merci pour cette présentation qui se conclut sur des notes finalement optimistes et surtout sur un point de vue qui m'a intéressé beaucoup, c'est l'analyse de la politique climatique par rapport à une évaluation des territoires. C'est-à-dire que contrairement à l'idée qui est souvent donnée sur la politique climatique, il n'y a pas une règle globale. Tout est lié à l'observation des territoires et à la bonne connaissance des territoires. Et je crois qu'en voyant les choses comme ça en Russie, c'est un énorme atout pour ne pas tomber dans les écueils qui sont ceux que nous côtoyons en Europe tous les jours. Je vais en signaler deux. Alors, l'excès de l'argumentation climatique comme élément de protectionnisme. D'une certaine manière, notre collègue l'a signifié en expliquant que
on allait avoir des sortes de contrôles non tarifaires qui, en fait, c'est la mise en place de règlements protectionnisme pour protéger l'industrie européenne. Voilà. Donc, une manipulation du discours pour créer des avantages peut-être déloyaux. L'autre point, également, c'est les excès qui deviennent absurdes et qui sont aussi mis en œuvre pour privilégier certains acteurs par rapport à d'autres. Si vous avez suivi dernièrement ce qui s'est passé au niveau de l'agriculture et de l'élevage en France, excusez-moi, en Europe, le discours et même l'obligation de sacrifier des animaux est de plus en plus en vigueur, soi-disant que ces animaux, les vaches, les chevaux, sont producteurs de méthane et que c'est nocif pour le climat. Donc il y a même eu en Irlande, aux Pays-Bas, des massacres d'animaux, soi-disant pour se conformer aux indications climatiques. D'une certaine manière, tout ceci diminue la compétitivité du secteur agricole européen qui est déjà très fortement handicapé. Et quand on regarde derrière tout ça, les lobbies qui sont derrière les promoteurs de ce grand remplacement animal, vous avez des grands groupes industriels qui fabriquent de la viande artificielle à partir de plastique et voire même des grandes fermes d'insectes. La France est connue maintenant pour ses grands investissements dans l'industrie des insectes. Donc tout ça me fait dire qu'il faut garder mesure avec toutes ces règles globales et cette idéologie climatique, parce que finalement, on ne fait pas beaucoup de cas de l'atteinte climatique avec les explosions de Nord Stream ou avec les différentes guerres et la fourniture d'armement, que ce soit à Gaza ou en Ukraine. Voilà, donc je suis ravie que notre collègue ait pris de la distance par rapport à ces discours. Je voudrais le rassurer sur un point quand même aussi, sur les risques au niveau de la santé. Il y a bien longtemps en France que les retraités sont ravis d'aller sur la Côte d'Azur, justement parce qu'il est fait chaud et que le climat est plus sec. Jacques nous a parlé des mérites de son séjour en Corse dernièrement. Il me semble que le problème pour la santé des gens est plus l'humidité et le froid que des climats plutôt tempérés chauds. Voilà, donc je souhaite bon courage à nos collègues pour mener à bien leur exploration sur la politique climatique, mais je les conjure de ne pas trop prendre au premier degré les discours européistes sur le sujet. Je voudrais commenter, merci pour vos commentaires. Et c'est vrai qu'on suive les expériences européennes et d'ici, de Russie, on voit comme des exemples étranges que vous avez cités, comme le cas quand on rend plus complexe l'agriculture, même sachant que l'agriculture est autant essentielle pour les gens. Et aussi, il y a des exemples qui sont liés au changement de climat, quand on informe les gens que oui, le climat peut changer. Donc, on organise le système d'information ciblé pour que les gens sachent où il peut se rendre, quels endroits conditionnés sont accessibles pendant la canicule, pendant les hautes températures. Donc, on essaye de aussi prendre des bons exemples et
noter les exemples qui sont utilisables en Russie. Et en fait, on analyse les questions climatiques pendant assez longtemps déjà et on a accumulé beaucoup d'expérience et on a développé notre expertise dans beaucoup des pays. On ne voit pas le même niveau d'expertise, donc on est prêt de partager notre expertise et nos compétences, nos recettes très discrètement, très sagement, pour ne pas se pousser vers l'extrémisme climatique, mais plutôt pour mener la politique rationnelle dans le cadre d'un pays. Donc, merci. Alexandre Gotowski et après Jacques Sapir. Moi, j'ai deux questions. J'espère que ça va être tout rapide. Je vais continuer le commentaire d'Hélène qui a dit que les températures plus hautes ne sont pas un problème, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas prévoir comment la situation va se développer, parce qu'on a des périodes plus chauffées, moins chauffées, on a les pluies et les autres événements. Et par exemple, ici en Biélorussie, on a des punaises, et ça c'est en fait très nocif. Mais je voudrais plutôt aller vers la fin de votre présentation. Quand vous parlez des conséquences, oui, il y a des pertes, mais vous avez commencé par les dépenses des différents pays et vous avez parlé des différents niveaux de dépenses perçus par les différents pays. Donc, si on parle de la réduction de pollution de l'environnement, bon, je pense que il faut le voir dans la manière suivante. D'abord, il faut voir la pollution autour de toi, et puis comment ça influence l'environnement et l'agenda climatique. Donc, il faut d'abord voir l'espace autour de toi. Il faut commencer par cela. Et ma question est la suivante. Est-ce que vous avez calculé quels pays ont les conséquences les plus importantes? Parce que c'est une chose quand on voit les dépenses et une autre chose, c'est de voir qui est le plus intéressé dans l'implémentation de ces solutions climatiques, parce que les problèmes là augmentent plus rapidement que dans les autres pays. Est-ce que vous avez des estimations comme ça et comment on peut comparer les pertes prévues? Bien évidemment, c'est difficile d'évaluer cela, mais comment on peut comparer les pertes qui peuvent être prévues avec les dépenses dans le cadre d'implémentation de ces solutions? C'est la première question. Et la deuxième question concerne la partie sur les voitures. Oui, les voitures chinoises sont moins chères. Mais en même temps, on a vu que oui, l'efficacité de leur moteur n'est pas la même. Et aussi, de ma propre expérience, j'aurais des voitures américaines, et je peux dire que pendant 9 ans, oui, il n'y avait pas de problème, mais après, il y a des problèmes, plus de dépenses, et puis tu vends la voiture. Avec les voitures russes, la voiture russe dure à peu près 6 ans. Et cette cycle de vie d'une voiture dépend du producteur. Donc, il faut prendre en compte tout cela. Le prix,
la durée de vie et les dépenses qui accompagnent l'exploitation. Je pense que avec les voitures chinoises, le plus grand problème, c'est que on voit beaucoup de voitures, mais on ne comprend pas comment ces voitures vont durer et quel va être le coût résiduel de cette voiture dans 5 ou 10 ans. Est-ce que c'est comparable aux voitures européennes ou pas? Et donc, si oui, on peut dire que si les coûts sont 2 fois plus bas, la durée 2 fois plus bas aussi, ça va être comparable, mais on ne sait pas quelle est la comparaison. Est-ce que vous avez des commentaires là? Merci. Merci pour vos questions. Je vais commencer par les voitures parce que c'est plus simple. En fait, la situation est la suivante. Aujourd'hui, en Russie, on peut acheter une voiture allemande. Il y a en fait des business, des sociétés qui fournissent des voitures allemandes et qui les offrent en Russie, mais premièrement, c'est trop cher. Deuxièmement, vous n'allez pas avoir ni le garantie ni le service officiel. Donc, vous avez le choix entre différents producteurs chinois, mais il n'y a pas de choix Chine ou pas Chine. Donc, dans ce cas, bon, il n'y a pas de choix et c'est tout simple aujourd'hui en Russie. Et deuxième moment, on a vu que en fait, les producteurs chinois offrent une garantie pour le moteur de 7 ans. Et maintenant, pensez des voitures allemandes. Là, la garantie est 3 ans. Et ici, c'est 7 ans. Donc, psychologiquement, ça me rassure. Donc, oui, c'est un sujet très intéressant. C'est un sujet très proche à nous parce que c'est la vie quotidienne. Mais vraiment, il n'y a pas de choix ici en Russie. Et par rapport à l'analyse sur la question qui souffre le plus, nous n'avons pas fait de cette analyse, mais IPCC, ils ont produit beaucoup d'analyses, beaucoup de publications, et leur conclusion principale, c'est que les risques les plus grands sont portés par les pays en train de développement et par les pays insulaires ou les pays près de la mer qui n'ont pas de moyens de diminuer ces risques. Et ils disent que la Commission dit que il faut vraiment accroître la plupart datations là. Merci Yuri, Jacques Sapir, et après on va prendre la pause déjeuner et s'il y a plus de questions, on peut les prendre après la pause déjeuner. Jacques, oui, c'est à vous. Oui, merci beaucoup. Je voudrais simplement là faire à la fois une réaction et puis poser une question. Ma réaction, c'est par rapport à ce qu'a dit Hélène. Hélène, je suis désolé de te dire, mais tu dérailles. Tu dérailles parce que le nombre d'étés caniculaires en Corse a augmenté d'environ 25% sur les 20 dernières années. C'est d'ailleurs pour ça que je ne vais pas en été en Corse, justement. Et que par ailleurs, le nombre d'événements exceptionnels du type très grosse tempête, tornade, que l'on connaît dans les mois d'été, a lui augmenté de 50%. Le dérèglement climatique est une réalité et chercher à le nier est une folie. Je le dis. Je ne dis pas nier, Jacques. Je ne dis pas nier. Je le dis de manière très claire. Ensuite, je voudrais poser ma question. Et ma question, elle porte sur l'intervention de M. Kolpakov. Vous avez pris la question
de l'industrie automobile. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est, d'une certaine manière, qu'est-ce qu'on fait avec l'industrie automobile? Et ce qui me semble intéressant, et c'est un petit peu le sens de ma question, est-ce que le remplacement, ou disons la substitution de producteurs chinois à des producteurs européens, même si elle entraîne une perte d'efficacité, a réellement un impact important du point de vue de l'évolution, je dirais, vers une économie verte de la Russie. Parce que, en réalité, on sait bien que les grandes causes de pollution sont beaucoup plus situées dans le domaine industriel et, me semble-t-il, c'est plutôt dans le domaine industriel qu'il faut chercher à, et qu'on a cherché en réalité, à diminuer justement cette question des productions. Et une question à ce moment-là secondaire, c'est est-ce que les limitations que l'on a aujourd'hui du fait des sanctions sur les questions de recherche et d'exploration de nouvelles sources de pétrole et de gaz ne vont-elles pas paradoxalement entraîner des recherches d'efficacité quant à l'usage interne du pétrole et du gaz, ce qui serait, je dirais, un effet induit paradoxal, mais finalement pas si étonnant que ça, justement, des sanctions. Merci. Est-ce que je peux répondre rapidement à la mauvaise interprétation qui a mis en colère Jacques à mon sujet? Voilà. Quand j'ai relativisé le thème de la santé, c'est parce que je voulais exactement montrer ce que Jacques vient de montrer sur le domaine industriel, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des avantages et des inconvénients. Quand on passe en revue les éléments, il est évident que cette balance, cet équilibre entre les avantages et les inconvénients, ce que notre collègue a essayé de nous montrer, c'est une activité très complexe. Mais si on veut avoir une réponse, par exemple une réponse sur l'efficacité climatique des voitures chinoises par rapport aux voitures allemandes, il n'y a pas que la consommation énergétique ex post, il y a la consommation énergétique pour fabriquer la voiture. Nous sommes d'accord, Jacques, c'est simplement la même chose du point de vue santé. Il faut étudier le terrain, les régions autour de soi, comme nous l'a dit notre collègue, pour avoir vraiment une vision réaliste et surtout ne pas s'échauffer sur les problèmes qui sont médiatisés et qui ne rendent pas compte de la réalité que seuls les vrais spécialistes peuvent étudier, comme nos collègues le font dans le réel. Voilà, donc je suis désolée d'avoir énervé Jacques sur cette remarque, mais c'était simplement pour aller dans le sens de notre collègue. Le sujet est complexe, il faut regarder plusieurs aspects et ne pas avoir de jugement idéologique en quoi que ce soit, le terrain avant tout et l'observation et la science. Merci, moi je vais répondre aussi. Merci pour vos questions. Donc en ce qui concerne la production du pétrole, si j'ai bien compris, la question était que bon, les voitures consomment plus de pétrole et cela peut stimuler les nouveaux projets pour chercher plus de pétrole. Oui, c'est vrai qu'on consomme un quart du volume qu'on produit. C'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est
si on a des pertes d'efficacité avec la substitution de voitures chinoises, des voitures chinoises aux voitures allemandes. Bon, ça c'est une chose. Mais on a aussi des pertes d'efficacité en termes de matériel d'exploration et d'exploitation pour le pétrole et le gaz. Est-ce que le fait que les productions de pétrole et de gaz ne vont plus augmenter comme elles avaient pu augmenter les années précédentes ne va pas entraîner une recherche à une meilleure utilisation du pétrole et du gaz dans le cadre de l'industrie russe, si la Russie veut continuer à pouvoir exporter? C'était, en fait, ma question portait essentiellement là-dessus. Ok, dans ce cas, il serait difficile pour moi de vous donner une réponse. Peut-être il faut observer. En fait, aujourd'hui, on a des industries qui ne donnent pas beaucoup d'informations sur leur processus interne, ce qui est tout à fait compréhensible dans cette situation géopolitique. Et peut-être on peut revenir à cette question après quelques années quand on a des informations pour faire les graphiques sur l'efficacité. Et en ce qui concerne ce qu'on peut faire au système de transportation dans les villes, c'est très important. Une chose, ce sont les émissions et les gaz à effet de serre. Et il y a aussi des émissions polluantes. Et ici, il s'agit de l'écologie de l'environnement dans les villes et cela a un impact sur notre santé. Et même si on vit dans le pays producteur de pétrole, je pense que en fait, la transformation vers les émissions réduites, c'est très bien pour la société, pour la population, et il faut le faire. Et ici, on ne parle pas que de la transformation vers l'électricité. Non, il faut penser aussi d'autres, pas que du transport, mais d'autres types d'équipements aussi. Et dans chaque secteur, il y a des solutions qu'on peut implémenter. Et comme on a discuté avec Hélène, il ne faut pas essayer de trouver une solution universelle. Il faut vraiment voir chaque secteur, chaque segment, et au fur et à mesure, il faut se diriger vers les solutions de plus en plus effectives, sans se rendre extrême. Merci beaucoup, chers collègues.